Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver pour votre émission Entretien qui reçoit une fois de plus Roger Kankwende, qui est ingénieur, vous le savez. Il est spécialisé en voirie urbaine. Roger Kankwende, merci d'être avec nous et bienvenue. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être là. Justement, un plaisir de vous retrouver parce que vous avez quand même une grande maîtrise, plus de 40 ans de carrière dans le domaine de l'urbanisme, surtout que c'était aussi dans un pays très organisé, la Suisse. Et à ce jour, vous êtes en République démocratique du Congo pour mettre à contribution votre expertise en vue de voir les choses évoluer, même si en République démocratique du Congo, il y a vraiment beaucoup à dire en matière d'urbanisme. Nous confondons souvent ce qui relève du domaine public, du domaine privé, domaine public de l'État, domaine privé de l'État, mais qu'est-ce qu'on appelle une concession privée? Roger Kankwende, d'emblée, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui doit être considéré comme relevant du domaine public de l'État et du domaine privé de l'État? Quelle est la nuance? Ben écoutez, par rapport à la loi congolaise, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ce qu'on appelle domaine public de l'État, c'est tout ce qui appartient à l'État qui ne peut être aliéné. Pour parler du domaine où moi je suis spécialisé, donc le domaine public de l'État, ce sont les routes, ce sont les cimetières, ce sont les jardins publics, ces espaces-là qui, on ne peut par exemple pas les saisir. Par exemple, l'État ne peut pas les utiliser comme bien pour une hypothèque. La différence avec un bien public mais privé, donc ce sont des espaces qui peuvent être, qui ont une valeur comptable. C'est-à-dire que l'État, quand l'État a un conflit, c'est un bien qu'on peut saisir. Voilà, comme le cas de l'avion de la République démocratique du Congo qui avait été bloqué une fois. Bon, c'est pas un bien immobilier, ça. Mais oui, mais c'est un peu ça. Pour saisir un peu la différence, il y a des biens, domaines publics de l'État, il y a des domaines privés qu'on ne peut pas aliéner, qu'on ne peut pas saisir. Il y a aussi des biens publics de l'État qu'on peut éventuellement saisir. Une maison qui appartient à l'État peut être saisie. Parce que l'État peut l'utiliser aussi pour contracter une hypothèque, peut utiliser ça comme gage. Là, ce sont les biens privés de l'État. Ce sont les biens privés de l'État. Tels que les immeubles, par exemple. Oui. Vous avez cité, par exemple, les biens publics, vous avez cité les cimetières, vous avez cité les routes. Les routes, oui. Vous avez cité également, voilà. Les jardins publics, tout ce qu'on met à l'usage du privé. On appelle ça le domaine public de l'État. Et par exemple, lorsque nous voyons par exemple les ronds-points, il y a des endroits, des quartiers où lorsqu'il y a eu des lotissements par exemple, l'État a laissé des espaces où on ne pouvait pas en principe retrouver des constructions. Cela fait partie de quelle catégorie? C'est du domaine public. Du domaine public. Mais pourquoi est-ce qu'à ce jour, puisque vous dites que le domaine public ne peut pas faire l'objet d'une aliénation, pourquoi est-ce qu'à ce jour, il y a des endroits où c'était prévu comme des espaces verts, où on ne pouvait ni construire, ni ériger toutes sortes d'exploitations, mais à ce jour, on y voit des maisons des privés. Ben, ça, c'est un peu la faillite de l'État. Parce qu'un privé ne peut pas lotir. Donc, un espace qui est du domaine public, si l'État désaffecte cet espace pour en faire des concessions qu'on attribue au privé, le problème se pose au niveau de l'État. C'est la personne qui a obtenu l'autorisation de l'État pour le faire. C'est une délégation. Quelqu'un peut commettre un acte qui est délictueux, mais dans le cadre de ses attributions. Mais puisqu'il est fait au nom de l'État, on ne peut plus revenir là-dessus. Et comme on apprend par exemple qu'il y a des bourgmestres qui cèdent comme ça aux particuliers des espaces publics de l'État. C'est la faiblesse de l'État. Un acte commis par quelqu'un qui a obtenu une délégation du pouvoir public, quand c'est posé au nom de l'État. L'État, c'est nous tous. En fait, il y a des individus qui prétéritent
la majorité de la population. Et lorsque cela s'est fait, par exemple, l'État a la possibilité de venir déloger les gens qui ont occupé de manière irrégulière les espaces publics. Ben, si les conservateurs leur ont attribué des titres de concession... Là, ça devient difficile. Ben oui, parce qu'ils sont un document officiel de l'État. Mais j'ai cru comprendre que son Excellence Sakombi, dans la nouvelle loi foncière, rend pénalement les conservateurs responsables. Très bien. Parce qu'aujourd'hui... Et ça, c'est pour dissuader, justement. Non, ce n'est pas pour dissuader, c'est pour dire aux gens, vous commettez un acte qui est délictueux, même si vous n'êtes plus en fonction, on peut toujours vous poursuivre. On peut toujours poursuivre. C'est une bonne correction. Ça permet à l'État de se protéger. Vous avez parlé par exemple des routes. Les routes, là, c'est le domaine public de l'État. Nous avons vu le chef de l'État aller visiter quelques chantiers ici dans la capitale Kinshasa et la population qui s'est fortement manifestée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui a le droit, par exemple, de décider d'un sort, par exemple, d'une voie publique? Et cela doit se faire selon quelle procédure? Ben, écoutez, l'une des choses que je reproche le plus à la gouvernance routière congolaise, c'est une forme d'irresponsabilité collective. Qui est le gestionnaire du réseau routier quinois? Personne ne peut répondre à cette question. Parce que les gestionnaires, c'est qui? Les gestionnaires et les commis de l'État qui est responsable au nom de l'État de la gestion d'une route. Okay. Mais quand on pose la question chez nous, certains vous diront que c'est l'OVD. D'ailleurs, c'est ce que j'étais tenté de répondre. L'autre vous diront que c'est l'office des routes. Au fait, la notion du gestionnaire du réseau routier quinois n'est pas clairement définie. C'est pour ça que les gens qui me lisent sur Twitter savent que je fais partie des gens qui militent pour qu'il y ait la réforme de la gouvernance routière. Ça veut dire quoi? Le ministre ne peut pas être le gestionnaire du réseau routier. La preuve, le président a été visiter le chantier de l'avenue Ngouma. Ngouma, oui. Il était accompagné de qui? Du gouverneur. Du gouverneur et du ministre des Travaux publics. Mais ça pose un problème. Parce qu'en réalité, partout dans le monde, en tout cas dans les pays où ça fonctionne, quand une autorité va visiter une route en construction, ou disons généralement un ouvrage en construction, quand il s'agit de la route, et que c'est une route nationale, bah, il est accompagné de l'ingénieur national de route. Si c'est une route provinciale, il est accompagné de l'ingénieur provincial. Pourquoi? Parce que la gestion d'une route est une responsabilité administrative. On ne peut pas confier cette responsabilité à un ministre qui est, je dirais, quelqu'un de passage. Aucun ministre ne peut garantir la politique routière d'une route. Nous devons avoir dans notre pays un ingénieur national de route qui est l'échelon le plus élevé. Après, nous devons avoir dans chaque province un ingénieur national de route et on redescend avec un ingénieur communal de route. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, la route est une activité à gestion quotidienne. Là où on doit donner le maximum d'argent pour entretenir une route, c'est au niveau communal. Même une route provinciale qui traverse une commune doit être entretenue par la commune. Or, chez nous, la manière dont ça fonctionne, on a deux grandes entreprises nationales, l'Office des routes et l'OVD, dans une structuration coloniale. Parce que nous avons l'Office des routes qui a pour mission que les routes nationales et l'OVD des routes urbaines.
Donc, à vous entendre, on comprend un peu qu'est-ce qui se passe justement dans notre pays parce que généralement, on ne sait pas à qui s'adresser lorsqu'il y a des problèmes de route. Et d'ailleurs, tout à fait récemment, lorsqu'une route est en état de délabrement très avancé, les gens essaient de s'adresser au gouverneur. Le gouverneur dit non, ça ne relève pas de ma compétence. Là, ça relève du gouvernement central. Et le gouvernement central qui croise les bras, le gouvernement central qui se dit voilà, le gouvernement central s'occupe des routes, c'est-à-dire les voies qui relient notamment les villes. Donc, et nous nous retrouvons dans cette sorte de ping-pong. Entre-temps, ce sont les routes qui sont toujours en train de se délabrer. Oui, mais parce que dans notre pays, il y a ce qu'on peut appeler la primauté de la politique sur la technique. Quand il s'agit des infrastructures, on ne peut pas parler de ce qu'on appelle habituellement par les politiciens des projets à visibilité immédiate. On ne peut pas construire la route, la fameuse Kalangambouji, là. On ne peut pas construire ça sous les tropiques, en faisant des dizaines ou des centaines de kilomètres d'une traite. La règle veut que dans un pays tropical, quand on doit construire une route, on construit par section maîtrisable par saison. Okay. Donc le choix de faire des grands kilomètres comme ça d'un coup, techniquement, c'est déjà une faute. Voilà. Parce qu'on est dans un... C'est le problème de la gouvernance. Justement, la gouvernance, chez nous, apparemment, tout s'est fait toujours en termes d'urgence. Lorsqu'on remarque que la situation est tellement catastrophique et on doit intervenir immédiatement pour tout faire. Oui, on veut régler le problème du prestige politique en allant dans un domaine qui a besoin de temps. On ne peut pas construire une bonne route pour satisfaire un ministre qui sera au pouvoir pendant 1 an ou 2 ans. Donc on va faire en 2 ans un travail qu'on doit faire peut-être pendant 10 ans. Mais c'est pour ça que nos routes ne tiennent pas. Voilà. Le calendrier technique ne fonctionne pas avec le calendrier politique. D'où cette réforme de la gouvernance routière dans notre pays, pour que l'argent que nous investissons sur les routes nous serve sur une longue période. Il est tout à fait anormal que le président de la République, malheureusement c'est lui, parce qu'on est dans un pays où à chaque échelon il n'y a que des irresponsables. Ouais. Donc le président de la République a mis beaucoup d'argent pour ce qu'on a appelé ici Kinshasa zéro trou. Au final, le résultat est catastrophique. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, bah ça, n'a pas le côté. Mais le problème, c'est que la seule chose que le président pouvait faire, c'était de faire en sorte que l'argent soit disponible. Mais il a mis l'argent entre les mains de qui? Des irresponsables. Parce qu'ils ont cru qu'avec cet argent-là, ils peuvent construire des infrastructures solides en donnant ça à des entreprises qui n'en étaient pas, comme on doit le dire, quoi. On ne peut pas créer des entreprises de circonstances pour avoir un résultat politique et au bout de 6 mois, en réalité, c'était des chantiers qui se sont terminés en trous. La Kinshasa zéro trou, par exemple, vous pensez qu'il fallait qu'on procède comment? Il fallait peut-être qu'on puisse sélectionner, on dit voilà, on commence d'abord par tel quartier ou bien par telle commune, ou bien il fallait... Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous puissions arriver justement à cette catastrophe? Moi, j'aurais aimé qu'on puisse faire 2-3 routes, mais qui tiennent jusqu'aujourd'hui. Donner l'illusion qu'on peut construire partout à Kinshasa en même temps, alors que nous, qui sommes de la construction, nous savons qu'il n'y a déjà pas assez de machines pour le faire. Là, je ne parle même pas de... Il y a une impossibilité matérielle. Beaucoup d'entreprises qui gagnent du marché ici n'ont pas de machines. Alors on va louer des machines pour construire. Et une machine qui est louée ailleurs, vous allez attendre que ce chantier-là soit terminé. Et lorsqu'on loue une machine, on est aussi tenu par le temps, on risque de faire vite les choses. Non, on doit corriger. On doit corriger. La correction passe
par la mise en place des structures qui garantissent un travail de qualité. Nous devons veiller à la qualité. Faire sans rechercher la qualité, ça ne sert à rien. Et vous estimez qu'en RDC, la technique n'est pas très prise en compte, c'est plutôt le politique qui il y a la primauté de la politique sur la technique. Et c'est une réalité. Et là, ce n'est pas intéressant du tout. Non, c'est pas... Non, mais c'est une faute. Politiquement, c'est une faute. Parce qu'au final, vous risquez de ne pas avoir de bilan. Vous dépensez de l'argent qui ne donne aucun résultat à la fin. Les politiciens se marquent des autogols. On ne peut pas... Les désordres ne profitent à personne. Mais aujourd'hui aussi, les politiques, notamment la classe dirigeante, est en train aussi de pointer du doigt la population qui ne contribue pas à conserver justement les infrastructures réhabilitées ou construites. Écoutez, je donne un exemple d'abord pour provoquer tout simplement. Quand une autorité roule en sens inverse, quel est le message qu'il envoie à la population? Qu'on peut rouler dans le sens inverse. OK? Qui devient autorité dans notre pays? C'est vous et moi. J'en reviens à la culture. Nous sommes dans une culture d'irresponsabilité collective. C'est vrai que l'État, c'est-à-dire que nous tous, par l'intermédiaire de nos autorités, nous devons créer les conditions pour que le domaine public soit dans un état de service convenable. C'est-à-dire que si l'État doit mettre à disposition une route pour les automobilistes, cette route-là doit être dans un très bon état. La contrepartie des citoyens est de faire en sorte que, quand on utilise cette route-là, on l'utilise selon les conditions requises. Je vais dire quoi par là? Si je roule sur une route en terre et qu'il pleut, je m'arrête. Parce qu'une route en terre, quand elle est gorgée d'eau, elle perd toute sa capacité portante. Donc, toutes les routes du Congo profond qui deviennent des bourbiers, la responsabilité première revient aux automobilistes. Mais ils n'ont que ça, ils n'ont pas d'autre alternative. Ce Oui, n'est pas leur faute. C'est un État peut-être qui perçoit des taxes, qui a l'argent pour ça, de faire en sorte quand même que certaines routes soient quand même asfaltées. Non, je dis bien... Si toutes les routes sont en terre, nous devons, tout le monde doit s'arrêter. Oui, ça s'appelle la barrière de pluie. Parce que si vous roulez dessus, ça finit par devenir un bourbier. Alors vous avez un meilleur temps d'attendre 1 jour, 2 jours, le temps que l'eau puisse s'infiltrer complètement et que la route puisse retrouver sa capacité pour garder cet état-là dans un état de service convenable pendant le plus longtemps que possible. Mais vous le dites ici dans un plateau de télévision, mais on ne l'a jamais entendu. Est-ce que les automobilistes en République démocratique du Congo savent que lorsqu'il pleut, il ne faut pas rouler sur une route en terre? En tout cas, les chauffeurs professionnels le savent. Mais je vous dis que les désordres ne profitent à personne. Parce que le préposé à la barrière de pluie, quand on lui glisse un billet de 500, il laisse passer. Il y a même des gros tonnages qui passent des ponts comme ça. C'est la raison pour laquelle je parle d'une culture d'irresponsabilité collective. Mais là, je parle de routes en terre. Mais revenons maintenant aux routes macadamisées. On ne peut pas rouler sur toutes les routes avec n'importe quel véhicule, avec n'importe quel tonnage. Il est scandaleux dans ce pays de voir de poids lourds rouler
sur des routes des quartiers, un poids lourd peut abîmer une route en un seul passage. Alors que sur la même route, 5000 véhicules peuvent passer tous les jours sans que ces routes-là ne soient abîmées. C'est pour ça que je reviens souvent et toujours sur les gestionnaires. Si on a un gestionnaire de route, il va créer les conditions pour que l'information puisse être transmise à tout le monde, à tout moment, et surtout, la route, on la répare le jour où elle commence à s'abîmer. Contrairement à ce qui s'est fait généralement chez nous. Mais non, mais qui on attend lorsque la situation va s'empirer. Non, non. Qui doit dire que ça doit se faire? Les gestionnaires. Les gestionnaires. Mais qui est les gestionnaires? Vous allez me dire OVD, quelqu'un d'autre va me dire Office de route. Non, on est dans une zone grise. On doit sortir de cette zone-là. C'est pour cela que la grande responsabilité dans tous les pays où ça fonctionne, on ne doit pas être une singularité dans des domaines comme technique. Dans tous les pays où ça fonctionne, celui qui a le regard sur les réseaux le plus restreint, c'est le bourgmestre. Ailleurs, on appelle maire et tout ça. C'est vraiment la plus petite entité administrative. Et c'est aussi à cet endroit-là qu'il y a tous les spécialistes pour réparer. Que ce soit une route nationale en traversée, c'est comme ça qu'on les appelle. On a le réseau communal, et à l'intérieur du réseau communal, on a des routes provinciales en traversée et des routes nationales en traversée. Une route nationale en traversée, il y a aussi le trafic de la commune qui passe là-dessus. Donc, quand vous devez réparer une route nationale en traversée, la commune paiera peut-être 25% du coût de réparation et les nationales paiera les 75%. Justement. Une route provinciale en traversée, ben, la commune paiera peut-être 25% et la province va payer 75%. C'est qu'une codification pour la prise en charge du coût de la construction ou de la réparation, mais l'entretien est 100% à charge de la commune. Qui est ce bourgmestre à qui on va confier la responsabilité de son réseau, qui ne va pas l'entretenir, puisqu'on va lui donner et les moyens techniques et les moyens financiers. Ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est qu'on donne tout l'argent au ministre. Mais le ministre du haut de son bureau à Kinshasa, parlons seulement de Kinshasa, et qui va s'occuper de la petite ruelle qui est en Kimbansek. À Maluku. Non. À chaque échelon, sa responsabilité. Laissons nos routes à la gestion communale. Et vous verrez que ça va fonctionner. Et c'est autant d'experts, autant de techniciens, autant d'ingénieurs que l'on doit aussi justement retrouver dans tous ces services. Est-ce que l'État a les moyens de payer tous ces gens-là? Peut-être que c'est aussi ça le problème. Non, posons le problème différemment. Quel intérêt l'État a à mettre de l'argent pour les routes qui vont s'abîmer le lendemain? Un éternel recommencement. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui s'observe. Ce sont les mêmes routes que l'on répare tous les ans. Nous avons intérêt à avoir un déploiement des spécialistes proches de routes dans toutes nos communes pour assurer une durabilité aux investissements routiers que nous allons faire dans ce pays. Quel mal il y a à payer convenablement des brigades et des brigades d'ingénieurs employés de route qui, avec leur salaire, ces gens-là vont faire tourner aussi l'économie de notre propre pays. On ne peut pas être là que dans un pays qui paye très bien les députés et les ministres. Est-ce qu'un particulier a aussi le droit de prendre la responsabilité de construire, par exemple, son avenue, qui est toujours en terre depuis des années? Écoutez, la construction, quand on parle de construction, il y a deux éléments. Il y a le travail qu'il faut faire
il y a le financement. Un particulier qui a des moyens, par exemple, il se dit, voilà, comme l'État n'intervient pas, voilà, moi je vais construire cette... Non, un particulier, pour faire les choses correctement, un particulier peut financer les travaux d'entretien, mais par l'intermédiaire des canaux requis. Mais il ne peut pas faire ce travail-là. Ce n'est pas lui de le faire. Parce qu'il y a justement aussi des cas pareils, les missionnaires, par exemple, dans des endroits enclavés, qui décident, par exemple, de construire une route qui relie leur monastère à une route principale ou bien une route nationale, mais l'État ne leur donne pas ce droit-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, c'est vrai, c'est quand même très complexe. Ce que vous dites là, c'est aussi valable pour les cimetières. Est-ce les cimetières également? Parce que comment se fait-il qu'un cimetière qui a été fermé, on continue à enterrer les gens là-bas? Je vous ai dit au départ ici que le désordre ne profite à personne. C'est la faiblesse de l'État. Ce qui relève du domaine public? Ça relève du domaine public. La faiblesse de l'État tout court. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce que nous allons en sortir? Donc, nous sommes pour enterrer quelqu'un dans un engrenage dont on ne peut pas sortir? Non, c'est un processus. Hein. Personne n'a le droit d'enterrer quelqu'un sans que l'autorité ne soit au courant. Mais personne n'enterre également sans qu'on lui accorde la permission. C'est pour ça que je dis, puisqu'on n'a pas le droit d'enterrer sans que l'État ne soit au courant, l'État doit savoir où on enterre. Mais si on va enterrer dans un cimetière qui est déjà fermé où on ne reçoit plus des... Donc le désordre vient de l'État. Parlons un peu, bon, voilà, je voulais parler un peu comment s'est fait ce passage-là du domaine public au domaine privé. Peut-être que nous allons y revenir. Mais avant tout, je voudrais quand même poser la question par rapport aux routes. Qu'est-ce qui préside à déterminer qu'une telle route est prioritaire par rapport à une autre? Non. En règle générale, quand un réseau routier est classifié, il y a des routes principales, mais ça, c'est le plan du réseau. C'est le plan de mobilité. Pourquoi est-ce qu'à Kinshasa, par exemple, il n'y a que le boulevard Lumumba qu'on réhabilite? Non, il n'y a pas que le Lumumba qu'on réhabilite. Il n'y a pas que le Lumumba qu'on réhabilite. Je dis par exemple. Oui. Parce que chaque fois qu'il y a des travaux, il y a des travaux sur le boulevard 30 juin, boulevard Lumumba, c'est connu, sur Ngouma. Mais les autres avenues, les autres routes, on n'y touche pas. Oui, mais c'est parce qu'on a... Donc nous sommes dans un éternel recommencement. Et justement, ça agace même les Kinois. Pourquoi ce sont toujours les mêmes voies qu'on réhabilite à chaque fois? Vous croyez vraiment que si vous allez dans mon quartier d'enfance à Lingwala, vous allez construire ma petite avenue à Keti? Quel est l'avantage politique qu'il y a à aller réfectionner ma petite avenue à Keti à Lingwala? Donc, en quelque sorte, nous revenons toujours, c'est pour les fins politiques, oui. Voilà. Montrer aux gens que justement, voilà, nous avons... Pire même, les jours où on me nomme pour rappeler aux gens de mon quartier à Lingwala que j'ai bien habité là-bas, je vais réfectionner avenue à Keti. Il faut reconnaître. Est-ce que vous, les ingénieurs, vous organisez comme ça des colloques, des forums avec des recommandations adressées au gouvernement et aux décideurs? Écoutez, pour l'instant, je ne fais partie d'aucune organisation professionnelle ici, donc j'ai du mal à répondre à cette question-là. Mais est-ce que je peux vous dire, par exemple, que Expo Béton, sous l'impulsion d'Expo Béton, il est créé actuellement ici un club qui s'appelle un club BTC et CMA. Il faut commencer à organiser, à rassembler, à structurer les gens qui travaillent dans le domaine de la construction. À la fois pour les former, parce que la majorité des gens qui travaillent dans les arts et métiers, un maçon par exemple, ils apprennent dans le tas. Si vous regardez ici, 90% des gens qui travaillent dans les bâtiments, ils n'ont aucune formation classique. Et cette organisation qui vient d'être créée va justement faire ce travail-là.
certifier les compétences, favoriser la création des coopératives, mais surtout élever le niveau de compétences. Le Congo n'est pas seulement, comme on dit, quand on dit géologique, là, le terme c'est quoi? Un scandale géologique. Nous sommes 100 millions. Mais les compétences, il y en a. Mais pourquoi c'est ces compétences, on ne le sent pas? Vous voyez par exemple dans le Grand Bandundu, un pont construit. Avant même l'inauguration, il s'effondre. Est-ce qu'il était bien construit? C'est tout à fait récent. Il était bien construit. Qui l'a construit? Dans quelles conditions? Était-ce... Une entreprise publique, on peut pas... Vrai, non, était-ce un projet à visibilité immédiate qu'on voulait terminer avant une date bien déterminée parce que ça servait les intérêts d'un tel ou un autre? Non, il ne faut pas qu'on joue avec la vie des gens. La construction n'est pas un jeu. On nous appelle les ingénieurs civils parce que ce que nous faisons a une responsabilité civile. On ne peut pas... c'est pas parce qu'on utilise du béton et des barres de fer qu'on construit un pont. Il faut laisser aux gens qui savent faire. Les non-sachants peuvent avoir beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas. Le problème de notre pays, c'est que on ne veut pas payer convenablement les gens qui savent. Dans ce pays, on est dans un pays où on considère un ingénieur civil de construction comme un sous-traitant de l'architecte. C'est ce que je voulais dire un peu dans la mission de la fois passée. Non, un ingénieur civil est l'alter ego de l'architecte. Je ne vais pas être méchant, mais je vais dire tout simplement que un ingénieur civil fait des études qui sont beaucoup plus compliquées qu'un architecte. Alors, il faut qu'on remette un peu chaque spécialiste à sa place. Un ingénieur qui veut jouer à l'architecte, il fera un bâtiment qui ne sera pas beau, mais qui ne peut pas s'effondrer. Mais un architecte qui joue à l'ingénieur va peut-être construire un bâtiment esthétiquement beau, mais qui peut s'effondrer. Vous comprenez? Oui, oui. Il est important qu'on comprenne que payer un ingénieur, ce n'est pas de l'argent qu'on gaspille, c'est de l'argent bien investi. Et dans tous les pays où ça fonctionne très bien, c'est des pays qui génèrent le plus d'ingénieurs. Vous allez en Chine aujourd'hui, vous allez voir. Les ingénieurs dans tous les domaines sont des spécialistes qui portent le développement d'un pays. Nous devons encourager nos jeunes à faire des études d'ingénieurs dans tous les domaines. Hein? Mais c'est essentiel. Le développement tient à ce que les techniciens, les ingénieurs savent faire. Et pour les encourager, il faut justement que ces travaux puissent se faire au quotidien. Comme vous avez dit, par exemple, la gestion d'une route s'est fait au quotidien. Mais voilà, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sortent de nos universités à Kinshasa, par exemple, qui ne trouvent pas malheureusement de l'emploi. Comment est-ce que nous pouvons encourager les jeunes à aller suivre cette filière? Vous croyez, au départ, on aime un métier jusqu'au moment où on se rend compte qu'il ne nous nourrit plus. Alors, puisque j'ai passé 5-6 ans à l'université, des études extrêmement difficiles. Voilà. J'ai mon diplôme, mais depuis 15 ans, je n'ai pas de travail. J'ai une opportunité pour devenir politicien. J'ai fait quoi? Je deviens politicien. Mais 2 ans après, je deviens riche. Quel est l'exemple que je donne à tous les jeunes? Il faut faire la politique. Ben voilà. Et c'est tout le monde qui va dans les partis politiques. C'est pour ça que j'ai dit, il est regrettable que dans ce pays, que les gens qui sont censés servir de modèle à la population puissent être ceux-là même qui posent des actes qui sont inadmissibles. J'en reviens à cet exemple. Quand une autorité est en sens inverse, quel est l'exemple qu'il donne à la population? Et justement, cette crise de confiance fait aussi que la population n'arrive même pas à avoir cette maîtrise, à bien comprendre cette différence entre le domaine public et le domaine privé de l'État.
Aujourd'hui, vous nous dites par exemple que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Et lorsque quelqu'un remarque que voilà, dans sa parcelle, il y a peut-être un gisement, on y retrouve du cuivre, du cobalt, et l'État dit voilà, ça ne vous appartient pas, ça m'appartient. Nous avons vu dans certaines villes où on a dû délocaliser les gens, mais il y a eu même des morts parce que personne ne voulait partir. Écoutez, ce qui relève de la loi, relève de la loi. La loi congolaise dit les sols et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on est propriétaire que de ce qu'on a construit. On n'est pas propriétaire du terrain. Donc on peut partir du domaine public au domaine privé, tout comme aussi un espace peut partir du domaine privé et redevenir domaine public de l'État. Oui, mais affectation des affectations, c'est pas... Justement. Oui. Mais quand même, il y a quand même une procédure à suivre, il y a quand même une dimension morale dans tout cela. On doit quand même aussi tenir compte aussi Écoutez, de l'humanité. Si la loi congolaise, en gros, dit ceci. Vous voulez construire sur mon terrain, d'accord. Je vous donne le droit de construire. Justement. Mais vous n'avez le droit que de la surface. L'État congolais ne délivre pas de titres de propriété. L'État congolais délivre des concessions perpétuelles. Hein? Le simple fait qu'on on est concessionnaire du terrain où on a construit. Donc si vous trouvez de biens du propriétaire qui vous a concédé le terrain, ben, le propriétaire il dit je vais vous indemniser pour ce que vous avez construit parce que j'ai cette indemnisation doit quand même être également conséquente. Ben ça c'est la partie juridique. Moi j'ai un peu de mal à répondre sur cette partie. Et c'est là où justement les bas blessent, hein, parce que certaines personnes ne se retrouvent pas après cette délocalisation. Eh bien oui, hein. C'est comme ça. Moi j'y peux rien. Là, ce n'est pas la construction, je ne suis pas compétent dans cette partie. Ok. Mais quand même, aux États-Unis, il y a quand même, on voit des gens, il a acheté une concession, il y retrouve un gisement de pétrole, et puis ça devient en lui, c'est son gisement. C'est la loi américaine. Je vous ai dit que la loi congolaise... Et nous qui sommes habitués à copier ce qui vient des Occidentaux, mais là, pas question. Parce que l'État doit avoir tous les pouvoirs pour mieux asseoir son autorité sur les individus. Cette loi peut changer. Hein. La loi, c'est quoi? C'est ce que les législateurs décident de dire, voilà, c'est notre loi commune. Et si cette loi change demain, ben, ça sera comme on fait comme aux États-Unis. Mais ça fait des décennies que ça ne change pas, je pense que... Mais la loi Bagachika est intervenue, certainement pour régler des problèmes qui s'étaient posés à cette époque-là. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou bien peut-être qu'on ne considère pas suffisamment mûr pour savoir gérer les ressources. Non, avant la loi Barajika, c'était comme aux États-Unis certainement. Hein. La loi Barajika est venue corriger. Mais c'est l'avantage du peuple. Hein. Il faut pas. C'est pas une mauvaise loi en soi. Ce n'est pas une mauvaise loi en soi. Peut-être c'est ce manque de confiance peut-être. Non, ça n'a rien à voir. Ceux qui représentent l'État ne rassurent pas du tout. Non. Parce que le peu qu'il y a à leur disposition, nous avons un grand problème ici de justice déjà distributive. C'est-à-dire la répartition des biens de l'État profite beaucoup plus à une catégorie. Non. Il ne faut pas confondre la culture de la prédation, hein, qu'on a institutionnalisé chez nous. Mais justement, ce qui a installé, c'est le manque de confiance. Non. Il y a beaucoup d'actes délictueux qui sont posés. Ça ne relève pas de la loi. Ça, c'est le banditisme de certains politiciens. Ça n'a rien à voir. Vous savez, quand nous, on était beaucoup plus jeunes dans ce pays, vous savez, tout Gombe appartenait à l'État congolais. Tout Gombe. Et Mobutu, pour créer une classe moyenne, a commencé à octroyer certains biens aux nationaux. C'était toujours par classe, hein, les magistrats, hein, les hauts. Mais c'était quelque chose de public. À la télévision, il y avait une ordonnance qui était lue. Il a plu au président fondateur de faire don à titre gracieux. Voilà. Ouais, c'est une phrase. Moi, je m'en souviens encore aujourd'hui. On peut critiquer, mais c'était un acte légal. Ce que les bandits font aujourd'hui,
c'est des trucs qui se font dans l'opacité totale. Je te donne, tu me donnes, on le dit à personne. Mais vous savez ce qui appartient à l'État? L'État finit toujours par le retrouver. Hein. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce qu'il faut aujourd'hui ne sera pas réparé. Un bien qui n'a pas été acquis selon les règles, un type viendra au pouvoir un jour, il va récupérer. Et même, c'est aussi le cas des carrés miniers. Par exemple, quelqu'un peut aussi prendre une concession et exploiter peut-être les ressources minières. Il y a peut-être un contrat. La notion de carré minier, c'est justement une concession qu'on donne. Moi, j'ai une concession à Kassangoulou, une concession à vocation agricole. Mais dans mon terrain, il y a beaucoup de cailloux. Donc, si je décide aujourd'hui d'exploiter des cailloux qui sont là-bas, je suis obligé. J'ai une concession perpétuelle. Hein. Et même si vous les utilisez pour un usage personnel? Bon, ça je ne sais pas. Okay. Mais disons, si je veux faire une carrière à l'intérieur de ma concession, où j'ai aujourd'hui un contrat d'amphithéose, je suis obligé d'aller au ministère de Mines pour obtenir l'autorisation d'exploiter la pierre qui est dans cette concession-là. Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ok, c'est la loi. Monsieur Roger Kankondé, merci beaucoup. C'est volontiers que je reviens pour que chaque fois vous passez, petit à petit, justement, vous nous apprenez beaucoup. C'est vrai aussi, vous recadrez aussi certaines choses parce qu'il y a beaucoup de désordres, qu'on se le dise, hein, ici chez nous. Oui, parce qu'il est quand même malheureux que le citoyen congolais aujourd'hui soit celui par qui les désordres profite le moins, mais c'est lui qui fait quand même. Il est anormal qu'on puisse prendre la saleté qu'il y a dans sa propre parcelle, parce qu'on ne veut pas cette saleté chez soi. Oui, il y a même jeter. Voilà, balabal à l'État, botikana boaka. Oui, parce que les gens ne comprennent pas que balabal à l'État, que eux, ils font partie de l'État. D'où j'en reviens à l'éducation. Et lorsque les immondices vont s'amasser, on va en appeler à l'intervention du président de la République. Oui, mais parce que l'État n'a pas aussi fait sa part. Le domaine public, une des responsabilités du domaine public, c'est l'entretien. Et on dit que d'ailleurs, il y a un édit à Kinshasa, lorsque quelqu'un est surpris en train de jeter quelque chose sur la voie publique, il s'expose à payer une amende allant de 50 000 à 100 000 francs congolais. Ben oui, mais quand ça m'arrive à moi, un truc comme ça, que c'est moi qui ai jeté, quand on ira en procès, il faut vraiment que l'État soit solide. Hein. Parce que quand on va commencer à parler de la responsabilité de celui qui doit ramasser les détritus, moi je crois que l'État risque de se retrouver vraiment en difficulté. Lorsque l'État n'organise pas l'évacuation. Non, l'État ne fait pas sa part. Les gens jettent parce qu'ils ne savent où jeter. Voilà. Vous savez ce qui se passe tous les samedis? C'est devenu même ridicule. Oui, ça, tous les samedis matins, les policiers qui passent, on bloque tous les magasins et on sort toute la saleté qu'il y a dans les caniveaux, on met ça au bord des caniveaux. Et pendant une semaine, tout ça reste au bord du caniveau. À partir de dimanche, une quantité revient dans le caniveau jusqu'à vendredi. Et samedi, les gens recommencent la même chose. Écoutez, vous pensez vraiment qu'à la ville de Kinshasa ici, si on décide d'acheter 240 tracteurs, Kinshasa n'a pas le moyen d'acheter 240, de mettre par commune 10 tracteurs. Non, nous devons investir l'argent aussi de manière intelligente. Notre problème, c'est aussi ça, prioriser. Vous savez, si on réussit que ça,
Si Ngobila, pendant 5 ans au pouvoir, il ne s'attaque qu'à ce problème de poubelle et qu'il ne fait rien d'autre, les gens vont dire qu'il n'a rien fait. Mais en tout cas... Oui, sur ce point-là. OK. Et celui qui viendra après, il va peut-être faire les routes. Notre grand problème, c'est ça, l'incapacité à prioriser. Dire, moi, je viens au pouvoir. C'est pour ça que je me permets quand même de dire aux gens qui sont candidats, gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'il n'y en ait pas un seul qui commette la bêtise de dire que je vais régler le problème du domaine public quinois dans les 5 ans qui viennent. Qu'ils ne se permettent pas de dire ça. Parce qu'ils n'auront ni l'argent, parce que ça représente énormément d'argent. Ils n'auront même pas les hommes pour le faire. Il faut que celui qui viendra se dise, moi je viens pour mettre en place des structures qui vont permettre à Kinshasa de commencer à changer dans 5 ans, dans 10 ans. Autrement, il sera désavoué exactement comme Ngobila, qui se choisisse un domaine et qu'il le fasse à la perfection, et l'histoire se souviendra de lui. On ne se souvient pas des gens qui ont beaucoup dansé, on se souvient des gens qui ont fait. Justement. Ouais. Roger Kankoundé, merci beaucoup, merci. Et voilà, c'est un bon message justement parce que les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est bientôt d'ailleurs, parce que les bureaux définitifs des assemblées provinciales ont été installés. Voilà. Merci beaucoup pour votre message et nous pensons que cela va arriver justement à une oreille qui va l'entendre et surtout avoir cette volonté de mettre en pratique, parce qu'à Kinshasa, en tout cas, le problème d'insalubrité, c'est partout. Et on en a marre. La population qui ne fait que tomber malade, c'est à chaque fois qu'on se retrouve dans les hôpitaux avec les mêmes diagnostics. C'est que la fièvre typhoïde, tout simplement parce que la saleté est partout. Nous espérons que les choses vont changer. Votre conseil, justement, est toujours bien entendu et passez régulièrement, lancez de tels messages. Allez aussi là où, chez les décideurs, leur dire aussi des choses en face. Mais après tout, les médias sont là aussi pour ça. Merci Roger Kankoundé pour votre participation et votre contribution. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission se termine par ici. Au revoir et à la prochaine.